Mes chers collègues, nous poursuivons l'examen du projet de loi adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre aux défis de la relance et de la filière nucléaire. Nous poursuivons l'examen des amendements de l'article 11 avec le CD 55 présenté par Madame Duby-Muller, à qui nous souhaitons la bienvenue dans cette commission. Merci, Monsieur le Président, de m'accueillir donc dans cette commission pour défendre l'amendement présenté par ma collègue Christelle Pétex et dont je suis évidemment co-signataire et qui prévoit d'ajouter après le mot humain, d'insérer le mot technique. En effet, le rapport devrait examiner la question de l'attractivité des conditions d'emploi dans le domaine du nucléaire et cela comprend l'évaluation de mesures incitatives nécessaires pour attirer et retenir les talents dans le secteur en tenant compte des évolutions du marché du travail et des exigences accrues en matière de compétences et par conséquent l'évaluation des besoins techniques pour la relance nucléaire en France représente un aspect crucial de la planification stratégique pour assurer la sûreté et la viabilité du programme nucléaire dans un contexte en évolution. Et en identifiant et en adressant ces besoins, le rapport vise donc à garantir que la France dispose des ressources et des compétences nécessaires pour maintenir son leadership dans le domaine de l'énergie nucléaire, tout en répondant aux défis contemporains de sûreté et de sécurité. Merci, monsieur le rapporteur. Merci et bienvenue à Madame Duby-Muller. Donc, écoutez, pour fêter son arrivée, pour moi, c'est un amendement qui a vraiment du sens et donc avis favorable. Précision bienvenue, avis favorable du ministre également. Comme quoi, on va mettre aux voix tout de même, mais je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 55 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Vous revenez dans la commission quand vous voulez. Amendement identique, le CD 424, présenté par monsieur le rapporteur. Il est commun, donc en effet, avec celui de monsieur Saint-Huil. Je voulais lui laisser la parole, il n'est pas là, donc du coup je le présente, c'est dommage. Donc c'est un amendement qui reprend une demande clairement exprimée par les syndicats lors des auditions. Et comme je la trouve pertinente, j'ai souhaité donc l'apporter dans le cadre de ce projet de loi. Et je remarque que monsieur Saint-Huil était aussi d'accord avec nous. De temps en temps, ça arrive. Voilà. Avis favorable. J'ai bien dit que je suivrai la mise en œuvre de cette réforme de très près et cet amendement permet de le préciser, donc avis favorable. Merci, monsieur le seul. Oui, nous soutiendrons, Monsieur le Président, l'amendement de Monsieur Saint-Huil, repris par Monsieur Fugit. Monsieur le rapporteur, merci. Très bien. Oui, il est écrit aussi, c'est le 2. Je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour ? Qui est contre? Il est adopté. On continue avec le 418, monsieur le rapporteur. Les collègues présents qui le présentent aussi, donc du coup je leur laisse Madame Brulbois, notamment. Madame Brulbois, entre autres, oui, donc je le propose. Le CD9. Cet amendement propose de nommer un préfigurateur dans les plus brefs délais après la promulgation du présent projet de loi, afin de prévoir au mieux les conditions du transfert des activités de l'IRSN et de l'ASN dans la nouvelle ARSN et de tenir le délai de constitution de la nouvelle autorité au 1er janvier 2025. Merci. Monsieur Brosse, dans la continuité, si vous voulez. Très bien. Monsieur le rapporteur, j'imagine que vous êtes favorable. Oui, bien sûr favorable, puisque je l'ai déposé moi-même. Monsieur le ministre. Oui, comme je l'ai dit, on prendra nos responsabilités pour favoriser la mise en œuvre de la présente loi une fois votée. Et je suis très attentif à votre proposition de nomination rapide d'un préfigurateur. Je souhaite pouvoir vous fournir dès que possible notre vision sur ce point. C'est donc un avis favorable. Très bien, je vais donc mettre aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Amendement adopté. Nous continuons avec le 290, monsieur Lenné. Monsieur Lenné. C'est toujours vous, monsieur Lenné. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement de 290 propose que le rapport soit remis tous les ans sur les moyens. J'en profite pour dire que le Conseil d'État avait relevé que cet article ne relevait pas du domaine de la loi, comme quoi je vois que, encore une fois, c'est à géométrie variable, finalement, ce qu'on peut faire dans la loi ou mettre dans un règlement intérieur, etc. Le deuxième élément, c'est que
évidemment qu'il faut des moyens supplémentaires, on l'a dit aussi, pour assurer la sûreté nucléaire, et surtout dans le contexte de relance que vous avez voté l'an dernier. Mais il ne faudrait pas que ce soit présenté, cet article, comme une vaine tentative d'acheter les salariés des 3 organisations qui n'en veulent pas. Voilà, c'était le petit commentaire pour démarrer sur de bonnes bases cette soirée. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Donc c'est un travail d'évaluation annuel donc, qui va se faire de manière, je dirais, naturelle donc, dans cette maison, comme pour toutes les administrations. Lors de la préparation du projet de loi de finances, on va regarder en lien donc, avec le gouvernement ce qu'il est nécessaire de faire d'après nous. Donc pour moi, c'est une précision qui est inutile. Donc je vous demande un retrait, sinon ce sera un avis défavorable. Monsieur le ministre, je mets aux voix cet amendement 290 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec le CD 56 présenté par monsieur ou madame Duby-Muller. Il est défendu. Il est défendu. Favorable. Décidément. Je mets aux voix cet amendement CD 56 qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Une efficacité redoutable. Amendement CD 136 présenté par madame Lernos. Je suis pour l'efficacité et le pragmatisme qu'on me connaît et la stabilité dans les positionnements et l'argumentation de fond. Même si on peut être en désaccord, je pense toujours important de débattre en démocratie avec des arguments de fond. Je voudrais juste, cet amendement vise donc de renouveler et de l'inscrire le renouvellement tous les 5 ans de l'évaluation. Je tenais juste à rappeler que dans le rapport Rapin sur le budget de l'IRSN, on a observé une baisse de 10% du budget, de 301 millions en 2012 à 371 millions en 2022, avec certes une hausse qui a été un versement supplémentaire de 8,7 millions en 2023, mais qui n'a même pas servi à éponger la hausse de l'inflation. Je vous dis donc que ça fait un petit moment, et c'est écrit dans un rapport parlementaire, que nous avons baissé les moyens et l'investissement, notamment sur l'IRSN. Et je réitère ce que j'avais dit quand j'avais présenté l'amendement de ma collègue Bateau. Il me semble assez hallucinant que quand on envisage une telle réforme, on n'ait pas à date une évaluation des moyens humains et financiers nécessaires sur la sûreté et la sécurité nucléaire. J'en reste assez pantoise qu'on doive l'inscrire dans la loi. On aura un rapport le 1er juillet 2024, après donc l'adoption d'une réforme de notre système de sûreté et de sécurité. Fait vraiment les choses à l'envers et contrairement au pragmatisme et au fait de travailler et de voter, délibérer de manière éclairée, nous n'avons pas les éléments sur lesquels il serait bon de pouvoir nous prononcer. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, en réponse relativement simple, c'est que chaque année, il y a un projet de loi de finances, donc il y a une préparation de ce projet de loi de finances au Parlement, en lien avec le gouvernement, et donc ce serait dommage de dire qu'on va faire ça tous les 5 ans, alors qu'on va le faire tous les ans. Et en plus, on a dit dans la loi qu'on allait suivre l'installation de cette nouvelle autorité, et on va l'accompagner. Donc, je ne vois pas toutes celles et tous ceux qui sont motivés pour accompagner cette montée en puissance du nucléaire et de cette arrivée, cette nouvelle autorité, aujourd'hui l'abandonner à chaque projet de loi de finances. À mon avis, il y aura un rapport sur ces demandes de moyens. Et donc, votre amendement, je pense qu'il vaut mieux le retirer, ou sinon ça sera un avis défavorable, parce que le faire tous les 5 ans, ça serait finalement pas suffisant. Monsieur le ministre. Même avis. Madame Lernos. Je tiens juste à préciser à M. Fugit que dans l'amendement, et il me semble que dans l'alinéa 3, c'est précisé que dans les 5 ans, il faut justement qu'il y ait un rapport. Ce n'est pas juste les besoins financiers, mais aussi les moyens humains. Monsieur le ministre. Juste pour bien préciser ce qui est prévu par la loi, c'est un rapport à 5 ans qui tient compte du développement du nouveau nucléaire et qui permet d'évaluer du coup et de se projeter à 5 ans sur les besoins techniques et humains de l'institution. Voilà, donc je pense que c'est une excellente idée. Après, est-ce qu'il faut le refaire tous les 5 ans? Franchement, ce sera peut-être tous les 3, peut-être tous les 4, voyons en fonction de l'évolution de la programmation. Mais je pense qu'on a une bonne gestion de se projeter à 1 an, à 5 ans, vu les besoins et les enjeux sur lesquels on est avancé. Merci, je vais donc mettre aux voix cet amendement CD 136 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Nous continuons avec
le CD 349 présenté par Monsieur Vattin. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit ici de compléter l'alinéa 3 par la chose suivante. Le décret du 7 novembre 2022 a institué une délégation au nouveau nucléaire. S'il vous plaît, chers collègues, seul Monsieur Vattin a la parole, s'il vous plaît. Donc, le décret du 7 novembre 2022 a institué une délégation au nouveau nucléaire afin d'assurer le suivi de l'avancement de la construction de nouveaux réacteurs de troisième génération, EPR2. En tant que relais privilégié du gouvernement, il semble pertinent de tenir informé cet organe des besoins humains et financiers à 5 ans de l'autorité, comme prévu à l'article 11, afin qu'il puisse faire état d'un éventuel écart entre les ambitions affichées et les moyens en présence. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, le délégué donc, du programme délégué interministériel au nouveau nucléaire, il fait partie du gouvernement. Or, le rapport, il va être remis, donc, la présentation des propositions va être remise au gouvernement et à l'OPEX. Donc, en fait, comme il fait partie du gouvernement, le délégué interministériel, de fait, il l'aura. Et donc, du coup, votre amendement, je suis désolé, mais il est déjà satisfait. Et donc, il vaudrait mieux le retirer, me semble-t-il. Monsieur le ministre. Même avis. Monsieur Vattin. Mais nous tenions à avoir cette assurance. Merci. Vous auriez dû le faire présenter par Madame Duby-Muller. Ouais. On met donc aux voix cet amendement CD 349. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous continuons avec le CD 77 présenté par Monsieur. Alors est-ce que alors excusez-moi. Par Monsieur Dragon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. C'est pas grave. C'est une demande de rapport. Je sais que Monsieur le Ministre n'aime pas forcément les rapports. Alors, à moins que vous me donniez une fourchette du coût de la fusion ce soir, voilà. Je rappelle juste que le groupe Rassemblement National avait réclamé lors du projet de loi d'accélération du nucléaire une évaluation des moyens matériels et humains dédiés à notre système de contrôle des rayonnements ionisants et à la sûreté des installations nucléaires. Cette demande avait été rejetée, bon, dont acte. Si vous me donnez une fourchette estimative du coût de cette fusion, je retire le présent amendement. Je vous remercie. Monsieur le ministre, attendez, pardon. Du coup, ce que j'allais vous proposer, vu l'intervention de M. Dragon, donc, qui s'adresse directement à M. le ministre, moi j'ai plutôt un avis défavorable sur cet amendement, compte tenu du fait qu'aujourd'hui la SN et l'IRSN sont en train de travailler à la maquette budgétaire de la future autorité, mais les précisions que vous souhaitez avoir, c'est M. le ministre qui doit vous les donner, et que vous conditionnez l'avis de l'amendement ou la survie de l'amendement à la réponse de M. le ministre. Je laisse la parole à M. le ministre. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Il y a un certain nombre de chiffres, je pense, éclairants qui sont dans l'étude d'impact. J'ai bien conscience du fait qu'ils sont peut-être un peu perdus au fond d'une étude qui est quand même assez longue. Donc je vais les résumer devant vous de manière à, j'espère, pouvoir répondre à votre question. On a d'abord des coûts directs liés à la convergence des systèmes informatiques, changement de logo, accompagnement des personnes. Donc ça, je dirais, c'est des coûts en une fois qui sont évalués entre 4 et 6 millions d'euros. Ça, c'est les coûts directs de la fusion. Ensuite, il y a des coûts indirects, parce que vous le savez, au-delà des activités de dosimétrie dont on a parlé tout à l'heure, il y avait des activités commerciales de l'IRSN qui sont préservées au sein de la nouvelle entité, mais qui deviennent services publics, et donc qui vont, de ce fait, être financés sur crédit public. Et là, on parle de 3 millions d'euros. Et ça, c'est des coûts récurrents. Donc 4 à 6 millions une fois, 3 millions récurrents. Ensuite, il y a ce que j'appellerais des faux coûts, qui sont en fait des transferts entre comptes publics. Le fait que la nouvelle entité soit assujettie au régime de TVA va juste faire d'une certaine manière un transfert de cette entité vers le budget public qu'il faudra évidemment compenser. C'est aussi le cas des taxes sur les installations nucléaires de base, qui est une taxe affectée à l'IRSN par le passé. On aura aussi le cas des transferts d'activités de dosimétrie dont j'ai parlé tout à l'heure au CEA, qui mécaniquement se traduiront par un transfert de revenus de l'IRSN vers le CEA, qui seront compensés à du concurrence par un transfert des subventions de l'État en moins au CEA et en plus à la nouvelle entité. Il y a par ailleurs l'amendement, l'article qui, je pense, a été voté et qui prévoit à la fois une augmentation des salaires et une augmentation des effectifs, qui prévoit 15,7 millions d'euros dès 2024, donc à structure constante. Voilà, j'espère que je réponds à votre question. Et si c'est le cas, je vous suggère de retirer votre amendement. Monsieur Dragon.
Vous avez, Monsieur le ministre, je vous remercie. Là, c'est une question que nous avions posée hier et malheureusement, pour des raisons logistiques, vous n'étiez pas là. Vous avez répondu. C'est une réponse que nous attendions avec beaucoup d'impatience. Donc l'amendement est retiré. Je vous remercie. Très bien, je vais donc mettre aux voix l'article 11. Qui est pour l'article 11? Qui est contre? L'article 11 est adopté. Nous continuons avec l'article additionnel après l'article 11. Amendement CD 204, présenté par Monsieur Dragon. Voilà, merci Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement qui pourrait peut-être satisfaire l'ensemble des parlementaires. Il vise à autoriser justement les parlementaires français à pouvoir effectuer des visites sur les chantiers des installations nucléaires civiles. Je ne parle pas des installations militaires, mais bien civiles. Ceci dans un souci de transparence et afin de renforcer la confiance du public envers une source d'énergie sujette à de nombreux fantasmes parfois. Il est important que les parlementaires puissent informer les citoyens des réalités du chantier d'une installation nucléaire civile. Plus précisément, lorsque le site est localisé dans le territoire d'un parlementaire, ce dernier peut faciliter le dialogue entre les habitants et les responsables du chantier. Il peut informer les habitants sur des aspects tels que la sécurité, l'impact sur l'environnement ou encore les retombées économiques potentielles de ce projet. La visite permet aussi aux parlementaires d'avoir un contact direct avec les responsables du chantier d'une installation nucléaire civile et de prendre conscience des réalités techniques d'un chantier. Tout cela vise à éclairer la prise de décision en permettant aux parlementaires d'avoir une compréhension approfondie des enjeux du secteur. Je pense que c'est un bon amendement qui peut satisfaire beaucoup de nos collègues ici. J'attends évidemment votre avis. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Oui, merci. Bon, je comprends l'intention, mais je pense que c'est largement satisfait dans le sens qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Il y a besoin de l'écrire dans la loi. Il y a beaucoup d'exemples. Je vois M. Armand, je sais qu'il a organisé il y a quelques mois les visites avec des collègues dans une centrale au budget. Moi, j'ai fait ça à Tricastin chez Orano pour le cycle du combustible, faire expliquer où on en était, etc., avec certains collègues le 21 janvier pour le dernier. L'OPEX le fait, tous les parlementaires peuvent le faire. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est important pour qu'on comprenne, qu'on puisse aussi apprécier. Et donc, du coup, je ne vois pas l'intérêt de l'inscrire dans la loi, puisque c'est déjà aujourd'hui possible. Et ce serait même, le contraire serait même regrettable, en effet. Demande de retrait. Monsieur le ministre. Non, juste pour compléter l'excellente réponse de monsieur le rapporteur, votre amendement pose un problème quand même, c'est le à tout moment. En fait, les seules personnes qui peuvent à tout moment visiter une centrale nucléaire sont justement les inspecteurs de l'ASN, parce qu'ils sont préfiltrés, si je puis dire, pour des raisons de sécurité, et qu'ils ont été autorisés à visiter les centrales, et c'est leur boulot. Moi, j'étais à Bugey il y a 10 jours, j'ai dû être préfiltré moi-même, j'ai dû prévenir en avance que j'allais visiter. C'est le cas des parlementaires qui, ici présents, ont eu à visiter des centrales. Donc vous pouvez évidemment visiter des centrales. Il faut prendre un peu de temps pour prévenir, pour des raisons de sécurité évidentes qui permettent de filtrer. Donc je suggérerais de le retirer. Monsieur Dragon. Pardon. Oui, merci Monsieur le ministre pour votre réponse, Monsieur le rapporteur également, Monsieur le Président. Effectivement, oui, je vais visiter la construction du réacteur Jules Horowitz le 21 mars. Donc effectivement, il faut prévenir. Bon, j'entends vos arguments, je retire le présent amendement. Je vous remercie. Merci. Dans les amendements identiques, l'amendement 428 présenté par Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Donc en effet, avant même la mise en place de la nouvelle autorité, il faut pouvoir assurer la continuité donc, avec l'ASN et l'IRSN actuel. Je parle de l'hypothétique arrivée, bien sûr. Et donc il me semble indispensable de prendre des dispositions législatives nécessaires à l'élaboration anticipée pour le fonctionnement donc, au niveau règlement intérieur et décision d'organisation des fonctionnements des services. Donc sans attendre la nouvelle constitution de l'autorité. Et donc pour pouvoir procéder à la consultation des instances représentatives du personnel, il convient donc que les actuelles instances représentatives elles puissent être consultées avant même l'entrée en vigueur de la loi. Et donc pour être certain que tout est légistiquement, si je peux m'exprimer ainsi, calé, donc nous proposons cet amendement. Je dis nous parce que je crois qu'il a aussi été déposé par la Commission des affaires économiques, ou du moins un certain nombre de membres de la Commission des affaires économiques.
Merci. Le 439, monsieur le rapporteur. C'est le même avec les mêmes arguments, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Arguments extrêmement convaincants qui me permettent de donner un avis favorable. Je mets aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés. Nous continuons avec l'article 13, avec un amendement de suppression qui n'est pas présenté. Je ne vois pas Monsieur Bénard. Le 441, présenté par le rapporteur Armand. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'un amendement de coordination qui correspond à l'adoption des amendements hier en commission développement durable, après leur adoption en commission des affaires économiques sur la nomination du haut-commissaire. Monsieur le rapporteur, en sachant simplement une petite précision, s'il est adopté, il fait tout tomber. Monsieur, Avis favorable. Très bien, monsieur Même le avis. ministre. Pour faire tomber les autres, hein, parce qu'il y a- Je mets aux voix l'amendement 441. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 13. Qui est pour l'article 13? Qui est contre? L'article 13 est adopté. Nous continuons avec l'article 14. Amendement de suppression qui n'est pas présenté. Nous continuons avec le 270 présenté par Monsieur Le Seul. Je crois que cet amendement a déjà été présenté à quelques reprises, défendu. Monsieur le rapporteur. Et à plusieurs reprises, j'ai dit défavorable. Même avis. Je mets aux voix cet amendement 270. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous continuons avec l'amendement 409 de Monsieur le rapporteur Fugit. Amendement de coordination rédactionnelle. Avis favorable. Avis favorable. Je mets aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 410. Alors c'est bon, continue. Amendement de coordination rédactionnelle. J'espère que ça plaira à M. Millienne. Monsieur le En ministre. tout cas, ça plaît au ministre. Avis favorable. Même avis, même vote. Le 411. Mais bon, on continue. Amendement de coordination rédactionnelle, Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Avis favorable. Même avis, même vote. Amendement Ah. 442. Avec le sourire, monsieur le rapporteur Armand. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, en préambule de cet amendement que je me dois de qualifier d'excellent et d'adopter à l'unanimité de la Commission des affaires économiques, je voudrais donc en préambule saluer la qualité des relations que j'entretenais avec la Commission du développement durable. Dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à y siéger, y compris sans en être membre. C'est, j'allais dire, quasiment un amendement de coordination, Monsieur le Président. Il s'agit simplement de reprendre les termes, l'esprit, la lettre du règlement de l'Assemblée nationale qui, à son article 36, rappelle que la Commission des affaires économiques est pleinement compétente en matière d'énergie, mais aussi d'industrie, de recherche appliquée, d'innovation. Bref, autant de compétences qui expliquent naturellement l'idée que la nomination du président de la future autorité de sûreté nucléaire revienne bien, comme c'est naturel, et même si on peut comprendre la tentative sénatoriale, que je salue par la même occasion, eh bien qu'elle revienne bien dans le giron de la Commission des affaires économiques. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, la question qui va se poser, c'est de savoir si on doit écouter le Sénat ou si on doit écouter la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas si M. Armand est candidat à devenir le président de la SNR. Non, je présentais. Voilà. Bon. Plus sérieusement, donc le Sénat, en effet, il a souhaité que la commission permanente compétente pour émettre dans son avis de nomination, selon donc, la présidence de la SNR, en application de fameux article 13 de la Constitution, nous connaissons bien ici cette procédure, ce soit la commission compétente en matière de prévention des risques naturels et technologiques, et il s'agit de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, ici à l'Assemblée nationale. Bien d'accord. Ce choix, il me paraît tout à fait judicieux. Et en plus, je ne voudrais pas contrarier Madame Bellouco qui me fait signe qu'il faut que je continue à donner des arguments. Donc, bon, je vais les rappeler quand même. Première raison, la raison d'être donc de la future ASNR ne sera pas de garantir l'approvisionnement énergétique, mais c'est bien d'assurer la sûreté nucléaire. On l'a assez dit et redit, même si on n'a pas tous la même vision de ce qu'il faudrait faire. Le choix de la commission chargée de la prévention des risques technologiques traduit donc cette priorité qui est accordée à la sûreté et quelque part, si je peux me permettre, peut-être pas qu'on confonde justement la production d'électricité et avec la sûreté nucléaire.
Je rajouterai que la Commission développement durable de l'Assemblée nationale, elle assure déjà un suivi des questions de sûreté nucléaire et elle le fait à plusieurs titres. Elle le fait notamment, alors pour mémoire, on peut rappeler qu'elle est compétente pour émettre un avis au titre de l'alinéa 5 de l'article 13 de la Constitution sur la nomination du directeur général de l'IRSN. En outre, chaque année, cette commission examine les crédits relatifs à la prévention des risques du projet de loi de finances et elle se prononce dans ce cadre donc sur les subventions accordées à la fois à l'ASN et à l'IRSN. Et puis, si je peux me permettre, c'est bien la commission du développement durable de l'aménagement du territoire et non pas la commission des affaires économiques qui a été chargée d'examiner au fond cette partie du projet de loi qui va potentiellement instaurer la SNR. Et donc pour toutes ces raisons, même avec tout le respect que je dois à l'excellent rapporteur Antoine Armand, je lui donnerai un avis très défavorable. Voilà. Monsieur le ministre, dans une position un peu complexe. L'ancien et heureux président de la Commission des affaires économiques, qui avait eu l'honneur et le plaisir d'auditionner l'actuel président de la SN dans sa commission en 2018, se gardera évidemment bien de s'immiscer dans des affaires de règlement interne et d'interprétation du règlement interne de l'Assemblée nationale, comme je souhaite que ce soit le cas d'ailleurs pour le règlement interne de la SRN. Avis de sagesse. Madame Lernos. Je voulais, dans un esprit de concorde avec le rapporteur Fugit, dire qu'effectivement, j'ai switché pour suivre le projet de loi, mais membre de la Commission des affaires économiques, je trouve effectivement qu'il n'a rien à y faire. Quand on parle de sûreté et de sécurité du nucléaire, ça fait partie des attributions qui sont liées au développement durable, et je pense que les discussions que nous avons eues sont d'autant plus riches au sein de cette commission. Je regrette par ailleurs, ce n'est pas parce que c'est un regret personnel entre les ministres, mais je suis assez étonnée de ce point de vue-là qu'on ait le ministre qui soit en charge de la production énergétique et pas M. Béchu, ce qui aurait été plus cohérent aussi à ce titre-là. Je suis désolée, mais dans l'histoire, sur la question, on est très heureux de vous avoir parmi nous, M. Lescure. Vous nous avez beaucoup manqué les 2 journées précédentes. C'est totalement sincère. Mais pour autant, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que, historiquement, ça a toujours été, la question de la sûreté et de la sécurité a toujours été attribuée au ministre plutôt chargé de l'environnement. Et donc, il me semble logique de rester dans cette logique et de laisser cette attribution de cette nomination à la commission des DAT. Madame Stenbach-Ternoir. Oui, merci, Monsieur le Président. J'irai dans le même sens. C'est pas tout à fait une question de règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En réalité, pour moi, c'est une question de fond politique. C'est-à-dire que si votre texte est effectivement relatif à la question de la sûreté nucléaire, alors il n'y a aucun doute, la nomination du président revient à la Commission du développement durable. Si ça revient à la Commission des affaires économiques, ça nous donnera effectivement à penser qu'en fait, ce texte, il vise surtout à s'occuper de la production électrique à bas prix et le plus rapidement possible. Monsieur Dragon. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais prêcher pour notre paroisse de la Commission développement durable et de l'aménagement du territoire. L'énergie nucléaire est une énergie décarbonée. On le répète très souvent. Ça a permis d'ailleurs, et ça permet toujours à la France de rejeter toujours beaucoup moins de CO2 que, par exemple, nos voisins allemands qui ont remis en place des centrales à charbon. Et à ce titre, comme c'est une énergie décarbonée, c'est une énergie finalement durable. Et il est normal que la Commission de développement durable, je pense que Monsieur le Président Zulesi sera content de ce que je dis, la nomination revienne évidemment à cette commission. Voilà, je vous remercie. Monsieur Millienne. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, je pense qu'il y a une unanimité dans la commission. Je suis désolé pour Antoine Armand. J'espère que je ne perdrai pas ton amitié. Il y a beaucoup de tes amendements que j'aurais bien voté, mais celui-là, non. Je considère que cet amendement, mon cher Antoine, est une ineptie. Comme quoi, Madame Lernos arrive même à inspirer Monsieur Millienne. Exceptionnel. Monsieur Armand, j'imagine qu'au bout de vos convictions, vous n'allez pas retirer cet amendement. Je ne le peux, Monsieur le Président. Je noterai ce nouveau triangle, le triangle Fugit-Lernos-Millienne, qui se dessine en fin d'examen de la commission, qui devrait inquiéter certains de nos collègues, je le dis.
Non, je le dis en plaisantant, mais bien sûr, car il a été adopté avec une immense majorité à la Commission des affaires économiques, pour laquelle j'ai une pensée ce soir, je maintiens. Excellent. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 442. Qui est pour? Qui est contre? Il est dignement rejeté. Je mets aux voix l'article 14. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous continuons avec l'article 15. Amendement de suppression. Monsieur Bénard n'est pas là. Nous continuons avec le 233 de Monsieur Le Seul. Oui, cet amendement vise à conditionner l'entrée en vigueur du présent projet de loi à la remise d'un rapport justifiant enfin la nécessité de réformer le système dual de sûreté nucléaire. Vu que nous n'avons toujours pas de rapport nous permettant de fonder notre vote final, eh bien, nous proposons de rédiger ainsi l'alinéa 1 de l'article 15. Le présent titre entre en vigueur sous réserve de la remise d'un rapport au Parlement démontrant sur la base d'une analyse des forces et faiblesses, ce que nous demandons depuis plus d'un an. Nous l'avions déjà demandé au mois de février à Mme Pannier-Runacher, les carences du système dual de sûreté nucléaire actuel. Monsieur. Oui, alors moi je ne vais pas rouvrir le débat, je ne parlerai pas du rapport OPEX, etc. C'est 30 pages de commentaires des parlementaires dessus, les groupes de travail, tout ce qui a été fait, etc. Alors moi ce que je trouve assez baroque dans cette affaire, c'est qu'on conditionne l'entrée en vigueur du texte de loi à la remise d'un rapport. Ça crée quand même, à mon avis, une certaine insécurité juridique. C'est peut-être le but recherché d'ailleurs, mais donc évidemment c'est un avis particulièrement défavorable. Même avis. Madame Lerdos. Non, je voudrais essayer de recréer un triangle de concorde. Je pose une question peut-être naïve, mais est-ce que le rapport de l'OPEX n'était pas justement la condition pour pouvoir resservir un projet? C'est-à-dire qu'en vrai, vous aviez déjà conditionné, après l'échec que vous aviez essuyé sur les amendements, après l'adoption de l'amendement Saint-Huil, mais blague à part, la question, elle est quand même réelle. C'est-à-dire qu'on a le rapport de l'OPEX, mais on n'a pas, dans le rapport de l'OPEX, une vraie analyse. On a une vraie analyse, mais on n'a pas une analyse sur le but et l'objet du pourquoi, c'est-à-dire les forces et les faiblesses, les carences du système dual de sûreté nucléaire actuel, ce qui est quand même le fondement de... Donc, il me semble assez normal de savoir pourquoi que la représentation nationale soit éclairée avant, à défaut de l'avoir eu avant le débat sur un texte de projet de loi, nous le demandons avant qu'on démantèle tout. Voilà. Monsieur le ministre. Rapidement, on souhaite ne rien démanteler. Je l'ai dit, mais je le répète, et à chaque fois que je me ferai qualifier de démanteleur en chef, je rappellerai que ce n'était ni notre objectif, ni le résultat de ce projet de loi, qui, s'il était voté, et si votre amendement était voté, se traduirait de manière paradoxale à un amendement qui remettrait en question le vote de la loi même. Vous voteriez une loi dans le cadre de laquelle vous seriez au fond prêt, et je comprends pourquoi vous le faites, mais j'ai du mal à le faire tourner légistiquement, prêt à remettre en cause la loi elle-même que vous auriez votée, sous prétexte qu'un rapport qui ne vous aurait pas convaincu de la voter n'aurait pas été publié, malgré le vote de la loi en question. Moi, je propose un retrait, mais sinon, ne serait-ce que par incompréhension de ma part, je suggérerais un avis défavorable. Monsieur Le Seul. Non, défavorable. Monsieur Le Seul. Et on met aux voix. C'est favorable? Non, c'est défavorable. Ah, défavorable. Défavorable. Bien essayé. Non, très sérieusement, monsieur le ministre et monsieur le rapporteur, chers collègues, il ne s'agit pas d'attendre un rapport sur lequel on pourrait s'asseoir. Il s'agit d'attendre un rapport qui nous permettrait d'avoir les fondements qui vont au-delà, d'ailleurs, des qualités du rapport précédent de l'OPEX sur les modalités de la fusion, mais pas sur son fondement. Et donc, nous attendons toujours un vrai rapport. Je mets aux voix cet amendement CD 233. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. CD 322 présenté par Monsieur Lenné. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui propose cette fois-ci que ce projet de loi
et donc ce démantèlement, s'il venait à entrer en vigueur, ne puisse entrer en vigueur que après la promulgation de la LPEC, de la loi de programmation énergie-climat. Parce qu'on a affaire à un texte qui nous dit qu'il faut tout chambouler pour répondre aux défis de la relance. Écoutez bien, parce qu'il y a un peu de fond, monsieur Millienne. Pour répondre aux défis de la relance, c'est le titre de votre texte. Eh bien, il faudrait d'abord l'acter, la relance. Parce que, excusez-moi, mais l'année dernière, ce qui a été voté, c'est une loi d'accélération des procédures du nucléaire, des procédures administratives. D'ailleurs, ça nous a bien été vendu comme ça par la ministre de l'époque, madame Agnès Pannier-Runacher, qui nous a dit ni plancher ni plafond, mais pour ce qui est des objectifs et pour ce qui est des décisions de construction, il faudra attendre la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Or, la fameuse LPEC, nous l'attendons depuis le 1er juillet de l'année dernière. Donc, nous proposons que ce texte de loi, s'il devait être adopté, n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2025, c'est-à-dire que ça vous laisserait 18 mois. Alors, je sais que de remaniement en remaniement, tous les 6 mois, c'est un peu compliqué de se concentrer et de faire avancer les sujets, mais voilà, ça aura laissé 18 mois au gouvernement pour présenter enfin devant les parlementaires une loi de programmation énergie-climat qui, excusez du peu, est prévue dans un texte de loi voté par la majorité dans la précédente mandature. Ça me paraît en fait être le minimum. Monsieur Millienne n'a rien écouté, c'est pas très grave, il aurait écouté, il n'aurait pas plus compris finalement. Non. C'est pas du niveau de la commission, je suis désolé. Ce n'est pas... Monsieur Millienne, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Millienne, on ne remet pas en cause les collègues de la sorte. Je sais que vous avez des méthodes dans votre groupe politique qui peuvent poser question, mais s'il vous plaît, ce n'est pas des méthodes dans cette commission. C'est très clair. Ce n'est pas des méthodes utilisées dans cette commission. C'est tout. Monsieur le rapporteur. Monsieur Saint-Huil, je me permets de vous rappeler qu'on est là grâce à vous. Hein. Donc, bon, voilà, bref. Bon, plus sérieusement. Ben oui, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Simplement, non, monsieur Lenné, il y a juste une chose que je n'ai pas bien compris. Vous avez parlé de 1er janvier 2025 et en même temps de 18 mois. Et moi, j'ai l'impression que c'est... Bon, j'ai peut-être pas tout compris, hein, le 18 mois et le 1er janvier 2025, parce qu'on est déjà en mars 2024. Et donc, du coup, c'est... Bon, voilà. Donc, vous voulez repousser l'entrée en vigueur à l'adoption d'une loi LPEC. Donc, il y a quand même eu la stratégie française énergie-climat là, qui a été comment dirais-je, présentée en fin d'année. Donc on peut considérer que c'est un point de départ qui va nous amener vers la LPEC. Donc je vais laisser peut-être monsieur le ministre nous en dire plus. Mais du coup, c'est un amendement très défavorable, enfin un avis très défavorable parce que franchement, ça n'a quand même aucun lien. Hein. Donc voilà. Monsieur le ministre. Non mais c'est un avis défavorable et je suis sûr qu'on a l'occasion de débattre de tout ça plus avant dans les jours, semaines et mois qui viennent. Mais conditionner l'entrée en vigueur d'une loi à la promulgation d'une autre, je pense que c'est juste inédit, voire même à vérifier et à tester, sans doute pas tout à fait conforme à la Constitution, mais on vérifiera. Donc en attendant qu'on vérifie tout ça, je pense que c'est un avis largement défavorable. Madame Lernos et monsieur Saint-Huil. Simplement, monsieur le ministre Lescure, nous avions, lors du projet de loi sur l'accélération du nucléaire, où on n'avait pas de visibilité alors qu'il devait y avoir une loi adoptée selon la précédente loi votée sur une loi de programmation énergie-climat au 1er juillet 2023, conditionné un certain nombre d'éléments aussi à l'entrée ou la présentation d'une loi de programmation énergie-climat. Et comme je suis dans un esprit de construction après toutes ces heures passées ensemble, je vous indique que j'ai déposé une proposition de loi qui, justement, une proposition de loi qui vise à avoir une programmation énergie-climat, parce que même s'il y a une stratégie française, nous n'avons rien devant le Parlement et donc nous ne pourrons pas nous saisir ni avoir de rapport sur l'état d'avancement de la stratégie française d'énergie et de climat, ce qui semble aussi, au-delà d'obérer un débat démocratique important sur notre système énergétique. Et donc, dans un esprit totalement d'ouverture qui est le mien, je vous propose le 4 avril de vous joindre à nous pour discuter et pour adopter une vraie stratégie énergie-climat. Monsieur Saint-Huil. Oui, profitant de la légèreté de l'instant, je profite de votre présence, monsieur le ministre, pour poser une question sincère.
Je comprends que vous ne puissiez pas conditionner l'entrée en vigueur, la promulgation d'une autre loi, ça interroge. Mais je me demandais, est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle sera discutée, la LPEC? Parce que vos prédécesseurs ont pris des engagements qui n'ont pas pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, j'imagine, être tenus. Je voulais savoir si, du coup, un jour, le Parlement respecterait la loi qu'il a votée par le passé, en essayant de se mettre d'accord sur une loi de programmation énergie-climat. Mais c'est juste pour savoir. Bon, je ne vais peut-être pas répondre trop en détail, vu l'heure tardive, à votre question, mais si j'ai bien compris, on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de discuter une proposition de loi déposée par un groupe. Donc j'imagine que ce débat, en tout cas, il aura lieu au sein de cette commission dans les semaines qui viennent. Alors, oui, on va... oui. Dit-on en commission d'affaires économiques, mais vous pourrez toujours vous saisir pour avis. Hein. C'est très sympathique de me donner des idées, monsieur le ministre, et on proposera de se saisir sur le fond de la LPEC en question. Je mets aux voix cet amendement CD 322. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous continuons avec le CD 323 présenté par Madame Steinbach-Ternor. Merci, Monsieur le Président. Donc, avec cet amendement, on propose une autre condition à l'entrée en vigueur de cette réforme, c'est que la France décide à respecter ses objectifs en matière de part de production du renouvelable dans le mix énergétique. Je rappelle que la France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs de 23% de production d'énergie renouvelable. D'ailleurs, le gouvernement s'est encore fait taper sur les doigts par la Commission européenne parce que, justement, il n'y a aucun objectif en termes d'énergie renouvelable dans sa programmation nationale énergie-climat. Et la France donc refuse en plus de payer l'amende parce que c'est pas grave puisqu'on fait plein de nucléaire. C'est l'objectif notamment de ce texte, d'accélérer. Sauf que en fait, les premiers réacteurs, les premiers EPR2, au mieux, ils sortiront de terre en 2037. Ça, c'est le directeur d'EDF qui l'a dit. Et puis là, je ne sais pas si vous avez vu, les Échos ont déjà annoncé un surcoût de 30% minimum. Et puis vu honnêtement, le bazar que vous êtes en train de mettre dans l'organisation, j'ai un gros doute quant à cette date. Donc pendant ce temps-là, on ne va pas avancer sur la baisse de nos gaz à effet de serre. Et justement, il se trouve qu'il y a un rapport de Greenpeace qui avait mis en évidence le fait que si on investissait la même somme que ce qu'on investit là dans le programme de relance du nucléaire dans les ENR, les énergies renouvelables, on pourrait éviter 4 fois plus d'émissions de CO2 d'ici 2050, tout en produisant 3 fois plus d'électricité. J'ai entendu plutôt dans le débat qu'il ne fallait pas opposer nucléaire aux énergies renouvelables. Moi, j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous faites. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, vous posez là une nouvelle... On est dans une soirée créativité. Hein, on va le voir avec les amendements qui viennent derrière. Les amendements qui viennent derrière, il y en a une série, c'est carrément la Ligue des Champions. Là, donc, voilà. C'est la soirée de la Ligue des Champions pour Monsieur Saint-Huil. Alors, la condition que vous posez, elle n'a pas de lien avec le sujet du projet de loi, finalement, parce que nous, quand même, ce soir, on est là pour la sûreté nucléaire. Et donc, ça créerait, évidemment, là aussi, notre source d'insécurité juridique. Et puis, je me faisais la réflexion, nous sommes le 6 mars 2024. Et dans 4 jours, ça sera l'anniversaire de la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables que nous avons votée l'année dernière. Cet anniversaire, on va pouvoir le fêter, mais en tout cas, vous ne pourrez pas, Mme Steinbach-Ternor, parce que vous ne l'avez pas voté, cette loi. Vous ne nous avez pas aidé à voter une loi pour accélérer le déploiement des ENR, et ce soir, vous nous dites, il faut par contre que la loi sur laquelle vous travaillez pour la sûreté du nucléaire, elle ne puisse rentrer en compte qu'une fois qu'on aura atteint les objectifs des énergies renouvelables, le développement des énergies renouvelables, que vous n'avez pas voulu nous aider à atteindre. Si vous ne nous aidez pas sur le nucléaire, si vous ne nous aidez pas sur les énergies renouvelables, ça veut dire que vous défendez les fossiles. Vous vous rendez compte? Vous défendez les énergies fossiles. Alors que nous, on veut additionner les solutions pour défossiliser. On ne veut surtout pas opposer le renouvelable au nucléaire, ça n'a pas de sens. Je l'ai dit hier dans mon propos introductif. On n'oppose pas les renouvelables entre elles. Et même pour ceux qui comprendront ce que je vais dire maintenant, on n'oppose même pas les molécules aux électrons. Avis très défavorable. Alors, il fallait même que je parle un peu de chimique, hein, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. On a ajouté à cette démonstration extrêmement convaincante. Avis défavorable. Monsieur Cazeneuve. Très bien. Monsieur Lenné. Merci, Monsieur le Président. C'est juste pour dire au rapporteur Fugit qu'il se trouve qu'il a bien fait de parler de l'anniversaire de cette loi adoptée il y a 1 an.
J'étais co-rapporteur, je faisais partie des 4 co-rapporteurs de la mission d'application de cette loi. Nous avons rendu notre rapport il y a 15 jours et nous avons montré que 70% des décrets d'application n'étaient toujours pas pris un an après sa promulgation, ce qui nous donne raison, parce que nous avions compris que cette loi n'accélérerait absolument rien en matière de renouvelables. Donc vous dites que vous n'opposez pas l'un à l'autre. La vérité, c'est que c'est le 2 poids 2 mesures permanent. Je mets aux voix cet amendement CD 323. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Dans cette discussion commune, l'amendement 333 présenté par Monsieur Lenné. Il est défendu. On continue avec le 133 présenté par Madame Laherneus. Alors, je vais vous faire grâce parce que j'en ai déposé plusieurs pour vous donner le choix entre les dates. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la date, là je reprends un ton un petit peu plus sérieux, ce qui est sûr, c'est que l'entrée en vigueur au 1er janvier 2025 est jugée par la grande majorité, voire la très grande majorité des personnes que nous avons auditionnées, commençant par les représentants du personnel de l'ASN, les présidents de l'ANCLI, Michael Mangeon, chercheur en sûreté, ou André-Claude Lacoste, ex-président de l'ASN. Et donc, la précipitation dans laquelle on est en train de travailler, on le voit dans le travail parlementaire, mais aussi dans la mise en application, c'est-à-dire c'est une chose d'acter une fusion. Je présente juste les trois en même temps. Hein. C'est une chose de l'acter, c'est autre chose de prendre le sujet et d'entendre les inquiétudes qui sont remontées de partout. Donc, si vous choisissez de passer en force et de dire on veut absolument, pour reprendre vos mots, Monsieur le Ministre, démanteler notre système de sûreté et de sécurité nucléaire, la date d'entrée en vigueur perturbe encore plus le processus parce que tout le monde dit on ne sera pas prêt. Le CEA dit on ne pourra pas être au point sur la dosimétrie. Les fusions ne pourront pas être effectives. Il y a beaucoup de temps dans la période de relance du nucléaire que vous opérez qui sera donc pris sur des questions d'organisation. Il y a des choses sur quels logiciels vont-ils travailler, enfin, etc., qui ne peuvent pas se régler dans le temps imparti au 1er janvier 2025. Et donc, je vous propose 3 amendements différents, repoussant l'entrée en vigueur de la réforme à respectivement 4, 5 ou 6 ans pour laisser le temps, et justement les groupes de travail, Monsieur Millienne, auxquels vous faisiez référence, qui n'ont pas abouti, à les faire aboutir parce que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Et je pense que quand les personnels qui sont chargés de notre sûreté et de notre sécurité nucléaire sont mis dans la seringue telle qu'elle l'est aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux sur le maintien d'un bon niveau de sûreté et de sécurité dans notre pays. Et donc je vous demande vraiment, c'est pas juste pour faire joli, ou c'est simplement que je suis réellement inquiète sur cette date et cette inquiétude est largement partagée. Merci. Le 234 présenté par Monsieur Le Seul. Oui, cette inquiétude est aussi très partagée, à tel point partagée que dans le rapport, l'excellent rapport Fugit, il y a eu, page 37, cette alerte que le risque n'est pas exclu, que l'organisation ait d'abord tendance à piétiner, voire à légèrement régresser avant de s'engager sur la voie d'un progrès global. Alors si vous estimez qu'il peut y avoir un progrès global, nous en doutons encore un peu, nous ne sommes pas favorables à cette réforme, mais au moins donnez-vous et donnez aux partenaires la possibilité de réussir votre ambition. Et pour cela, il faut du temps. Vous avez eu des rendez-vous, Monsieur le Ministre, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, vous avez rencontré les parties prenantes, entre guillemets, les présidents, les intersyndicales. Il y a eu des groupes de travail, 12 groupes de travail, et on vous a dit, et tout le monde nous a dit, que ces groupes piétinaient. Après avoir commencé au début un bon travail d'amélioration, tout cela piétine. Personne n'est prêt et vous allez mettre en danger la sécurité, la sûreté de notre... Oui, vous allez mettre en danger puisque vous mettez en place un dispositif pour lequel les acteurs principaux ne sont pas prêts.
Ils ne sont pour l'instant pas d'accord, mais ils ne sont pas prêts. Et donc, il vous faut du temps. Nous vous proposons de manière très modeste, je le reconnais par rapport à mes collègues, une année supplémentaire pour mettre en place cette réforme. 2 années. Non, par rapport à vous, ça fait 2000, que je ne dise pas de bêtises, 2027, 2 années, vous avez raison. Merci. Le CD 307 présenté par Monsieur Sainte-Huile. Merci, Monsieur le Président. Bon, on va pas refaire le débat. Moi, je suis plutôt opposé à la fusion. Considérons qu'elle se fasse, qu'il y ait un vote du Parlement, qu'elle se fasse. Je souhaite que ça fonctionne, que cette autorité, elle soit efficiente, efficace, et que toutes et tous, on puisse considérer qu'on a conforté la capacité de l'excellence française à démontrer une organisation de sûreté qui est implacable. Je pense de bonne foi qu'il faut réussir à concilier ce que dit le rapporteur Fugit, c'est-à-dire qu'il y a devant nous une perspective extrêmement importante de travaux à mener, et qu'en même temps, si on le fait de manière précipitée, on s'en va au-devant de quelques déconvenus, je crois. Et donc, considérer que parce que les personnels ne sont pas aujourd'hui en situation de se projeter, puisque l'immense majorité, je le redis, hein, c'est pas que l'IRSN, vous avez eu tendance, mais je comprends, hein, à considérer que c'était l'intersyndical IRSN point. Mais qu'il s'agisse de l'ASN, du CEA, les personnels sont opposés. Si demain la loi est votée, ils intégreront le fait que les choses vont se passer. Et après, je crois qu'il faut un peu de temps, puisque les uns et les autres l'ont dit, les interlocuteurs que nous croisons, mais vous croisez les mêmes, j'en ai pas de doute, hein, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Et si vous me dites aujourd'hui, on est en situation de confirmer que 6 mois après la promulgation de la loi, si on va vite, on sera prêt, je pense qu'encore une fois, on prend le risque de se mettre en situation de défaut par rapport à l'objectif qui est affiché et recherché. Et donc c'est un décalage de 12 mois. Puisque j'ai entendu que le rapporteur Fugit hier a dit que le gros du travail d'accélération, ce serait à partir de 2026-2027. Dans le scénario que je vous propose, l'autorité serait constituée au 1er janvier 2026. Merci, monsieur le rapporteur. Il y a plus de... Alors, bon, il y a donc réponse globale pour l'ensemble des amendements. Je ne sais pas s'ils ne sont pas... Non. Parce qu'il y en a d'autres non, qui sont dans la discussion commune. Je me demandais... Non, on a fait tous les amendements. J'ai cru qu'il y en avait, parce que comme il y en a beaucoup. D'accord, ok, excusez-moi. Je n'ai pas suivi. J'étais absorbé par les propos de M. Sainte-Huile, il faut dire. Alors, non, plus sérieusement, mais c'était sérieux, on a obligatoirement, à partir du moment où on est dans une situation de transition, aujourd'hui, il y a une période d'incertitude, y compris pour les personnels. Et quand on parle des 12 groupes de travail, par exemple, on nous a expliqué dans les auditions, soyons honnêtes, ce qu'on a entendu dans les auditions. On a entendu que ces groupes de travail, au début, ils avaient plutôt bien travaillé, qu'à un moment donné, ils rentraient un peu dans le dur. Mais ils rentrent aussi dans le dur pour une autre raison. C'est aussi parce qu'à un moment donné, ils ont besoin de savoir si ça va se faire ou pas se faire. Il y a une incertitude. L'incertitude est liée à ce que va faire le Parlement. C'est logique. Le gouvernement propose et le Parlement il va voter ou pas le texte de loi. Donc c'est ce qui fait que je pense que l'incertitude, obligatoirement, ça fait qu'à un moment donné, ça peut un petit peu patiner parce qu'il y a besoin d'une clarification. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une clarification le plus tôt possible, de mon point de vue. D'ailleurs, il y a des dispositions sociales aussi qui permettent de décaler un certain nombre de dispositifs, d'aller au-delà des 1 an, par rapport au code du travail, d'aller jusqu'à 30 mois pour la mise en place toutes les accompagnements, l'organisation sociale. Donc, il y a un certain nombre de choses pour accompagner la transition. Obligatoirement, il y aura une transition, il y aura une période qui sera pas simple. Mais je pense que ce sera d'autant plus difficile plus tard, qu'on va avoir cette montée en puissance de l'arrivée de l'activité, la montée en charge autour des travaux sur la sûreté nucléaire va être de plus en plus importante. La dérivée, elle va être non seulement elle est positive, mais en plus, elle va s'accélérer. Elle va devenir de plus en plus importante. Et donc, du coup, moi, je maintiens qu'il faut donc fort probablement choisir une date la plus près possible du moment où on aura voté la loi, et ensuite avoir obligatoirement une période de transition qui se fait naturellement quand il y a une nouvelle organisation, quand il y a réorganisation. Des rapprochements, il y en a eu de réussis donc, dans différents domaines, et ça prend un certain temps, c'est une évidence. Donc, moi, pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable. D'ailleurs, je rajoute juste un point, je sais qu'il faut faire vite, mais quand même. Il y a aussi d'autres personnes qui attendent cette clarification. Ce sont les industriels. Ils ont aussi besoin de savoir vers quel modèle on va. Eux aussi, qu'on soit d'accord ou pas avec le modèle, encore une fois, mais eux aussi ont besoin de savoir.
Ben oui, mais si on a la date d'entrée en application, c'est toujours mieux, ça permet de se projeter, ça permet de s'organiser. Je pense que tout ça, c'est extrêmement pragmatique. Donc moi, je suis plutôt favorable au maintien de la date du 1er janvier 2025, mais je laisse la parole à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, votre avis? Non mais rapidement, je suis du même avis que le rapporteur. C'est pas comme si le travail n'avait pas déjà commencé. C'est vrai que ça a été dit par un certain nombre d'entre vous, ça piétine un peu, parce que je pense que les gens passent beaucoup de temps à nous regarder à la télé pour voir dans quelle direction le Parlement est en train d'évoluer. Mais une fois que le projet de loi aura été voté, en tout cas ce que j'espère, évidemment, le travail reprendra et reprendra de manière accélérée. Je me suis engagé à organiser le travail de manière à ce qu'il soit efficace, de manière à ce qu'on puisse converger effectivement vers une fusion effective au 1er janvier. Est-ce que ça veut dire qu'au 1er janvier, tout est en place? Non, il y a déjà des dispositions prévues dans ce projet de loi pour mettre en place une mise en place transitoire, notamment sur les organes sociaux, etc. etc. Il y a des échelons, il y a des échéanciers qui nous amènent jusqu'en 2026. Mais effectivement, moi je suis convaincu que l'essentiel, ça va être de se remettre au travail, pas que les gens aient complètement arrêté, de mettre en place la préfiguration, de mettre en place les groupes de travail. Il y en a 12 déjà qui ont beaucoup avancé de manière extrêmement opérationnelle, de manière à ce qu'on converge vers le 31 décembre, vers une organisation mise en place, enfin 1er janvier en tout cas. Donc c'est un avis défavorable à tous ces amendements. Président Chatelain. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que je suis assez étonnée de ces avis négatifs qui, pour moi, me semblent de bon sens. Je sais que pour de nombreux de nos concitoyens, la question de l'ASN et de l'IRSN, ça paraît extrêmement obscur. On va peut-être prendre un exemple un peu plus concret, ça s'appelle France Travail. France Travail, on devait aller très vite, c'était en cours, c'était en train d'être préparé. Alors, je ne sais pas les échos que vous avez, mais alors nous, sur les territoires, c'est une catastrophe. Non, mais voilà, peut-être. Mais les professionnels, alors sur mon territoire, les professionnels aujourd'hui sont sous l'eau, ne savent pas comment gérer les dossiers. On le sait, quand il y a des changements comme ça structurels, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et monsieur le ministre, je vois que vous êtes interloqué, mais pourquoi je dis ça? C'est pour expliquer. C'est-à-dire que, en fait, la question, moi, que je pose, c'est est-ce qu'on veut un France Travail en charge de notre sûreté nucléaire? Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que la question, c'est de donner le temps. Ce n'est pas notre choix de faire ce démantèlement. Si vous le faites, au moins donnez le temps pour mettre en œuvre concrètement les choses. Parce qu'en fait, à vouloir aller vite, ça veut dire mettre des gens dans des situations de grande difficulté, ça veut dire une désorganisation, ça veut dire... Non, mais c'est ça la réalité. Donc à un moment, donnons-nous au moins le temps de bien faire les choses si vous souhaitez les faire. C'est ça l'objectif de cet amendement, et vraiment, je ne comprends pas votre opposition dogmatique sur ce sujet. Ce qui est très bien à travers le propos de Madame Chatelain, c'est que nous transformons aussi la commission du développement durable dans la commission des affaires sociales. Donc j'y vois un renforcement de notre commission. Je vais donc mettre aux voix l'amendement CD 333 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le CD 133 qui est pour, qui est contre, rejeté. Non, je voudrais pas terminer sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Amendement CD 135 qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Amendement CD 134 qui est pour, qui est contre, rejeté. CD 234 de Monsieur Le Seul qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Enfin l'amendement CD 307 de Monsieur Sainte-Huile qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Amendement CD 443. Alors Monsieur Armand n'étant pas là, je comprends que Monsieur le rapporteur veut le récupérer. Voilà, je souhaite le reprendre parce qu'il y a une problématique de coordination rédactionnelle qui me semble extrêmement légitime. Donc, Favorable. Je mets aux voix cet amendement CD 443 qui est pour, qui est contre, il est adopté. Le CD 444, ne me dites pas que vous allez le reprendre, Monsieur le rapporteur, parce que c'est très bien, il n'est pas présenté. Le 412, Monsieur le rapporteur. Eh bien, c'est rédactionnel. Favorable. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Amendement identique. Amendement de Madame Clapeau n'est pas présenté.
Je suis là. Ah, pardon, J'ai excusez-moi. juste changé de côté, Excusez-moi, Madame mais il est Clapeau. défendu. Il est défendu. Défavorable. Très bien. Monsieur Bénard, il n'est pas là. Je mets aux voix ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 324, Monsieur Lenné. Monsieur le rapporteur. Cadeau défavorable. Même avis. Je mets aux voix cet amendement CD 324. Qui est pour? Ah oui, on a fini après. Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 15. Qui est pour l'article 15? Qui est contre? L'article 15 est adopté. Nous continuons avec l'article additionnel après l'article 15. Amendement identique. Le 413 présenté Alors, par Monsieur le rapporteur. Je veux bien le laisser à Monsieur Brosse, j'ai Brosse, suffisamment le parlé, mais 363. c'est un amendement auquel je tiens beaucoup. Donc j'imagine que l'avis sera favorable. Monsieur Brosse. Oui, alors on aime beaucoup les rapports. Je demande sur ce présent amendement de prévoir 3 rapports qui seraient remis donc à l'OPEX. Le premier, un rapport émanant du gouvernement sur l'état de l'avancée des travaux préparatoires de la mise en œuvre de la future autorité au 1er juillet 2024. Le second, un an plus tard, de l'ASNR dressant un bilan de sa création et de la mise en œuvre de la réforme. Et un dernier, au plus tard le 1er janvier 2026, dressant aussi le bilan de la création suite à la mise en œuvre de cette réforme. Donc 3 rapports, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, j'imagine que vous êtes favorable. Un amendement, 3 rapports, très rentable, extrêmement favorable. Très bien. Monsieur le ministre. Que dire? Pour finir en beauté. Non, mais il faut juste s'assurer, au cas où l'Assemblée, dans son extrême sagesse, voter ces rapports, qu'ils soient compatibles et cohérents avec ceux qu'on a déjà votés. Puisque vous savez que le 1er juillet 2024, il y a déjà un rapport sur les moyens techniques et financiers qui seront indispensables. Donc voilà, je vais donner un avis favorable parce que c'est la fin de soirée, mais ça va quand même faire beaucoup de rapports, tout ça. Président Châtelain. Si, Monsieur le Président, cette fois-ci, je vais m'en tenir à la stricte discussion de notre commission. Moi, j'ai quand même un sujet, c'est qu'on a beaucoup parlé de rapports préalables. Nous, ça nous semblait plutôt intéressant d'analyser les choses avant de faire le changement. Bon, je vois que vous voulez plutôt faire l'inverse. Donc, moi, j'ai une question très simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a remis le rapport de bilan, imaginons il est mauvais. Ça peut arriver. Généralement, quand on fait un rapport, ça arrive. Monsieur le ministre, que se passe-t-il? Nous allons voter, vous avez donné un avis favorable, un rapport de bilan sur cette loi et sur des changements structurels dans la sûreté du nucléaire qui vont considérablement, on peut être d'accord, changer l'organisation de la sûreté nucléaire. Il s'avère dans un an qu'on remet le bilan. Ce bilan fait état du fait que ces changements ont emmené un certain nombre de choses négatives, voire même dommageables à la sûreté du nucléaire. Que se passe-t-il quand fait le gouvernement? Non, c'est pas chaque jour suffit sa peine. S'il y a des éléments négatifs et qui questionnent la sûreté du nucléaire, que fait le gouvernement? Monsieur Le Seul. Mais parce que c'est quand même intéressant de savoir comment vous envisagez les choses. Merci Madame la Présidente. Monsieur Le Seul. Merci Monsieur le Président. Je voulais me permettre un petit trait d'humour pour la dernière intervention, mais je pense que ce que vient de dire la présidente Châtelain est tout à fait pertinent et mérite vraiment que vous puissiez y apporter une réponse. Non, je voulais simplement demander si les rapports que je soutiens auprès de l'OPEX seront publics, mais c'est pour rester dans le ton global de notre discussion. Monsieur le rapporteur. Micro, s'il vous plaît. Attendez. Tac, tac. C'est bon. Non, mais s'il vous plaît, juste. Les rapports qui sont remis à l'OPEX donc sont par définition remis à l'OPEX. Donc voilà. Et l'OPEX peut largement ensuite, me semble-t-il que ce serait. Enfin, je dis les choses comme je les vois. Et chers collègues, nous sommes tous les deux membres du bureau de l'OPEX. Je pense qu'il faudra en discuter. En tout cas, je vais vous faire part de la proposition que je ferai, moi, en bureau de l'OPEX. Je pense que compte tenu du sujet,
compte tenu de ce que ça représente, compte tenu qu'il faut avoir un suivi par le Parlement qui soit exigeant, je pense que les rapports remis à l'OPEX devront, au niveau du bureau de l'OPEX, non seulement être remis à l'ensemble des membres de l'OPEX, mais ensuite, il serait pour moi bon ton qu'ils soient mis à la disposition de l'ensemble des parlementaires de ce pays. Je pense que ça me paraît tout à fait légitime. Donc l'OPEX ne travaille pas dans son coin, mais puisque tout ce que fait l'OPEX, justement, est public. Mais je trouve par contre que ce serait intéressant, et compte tenu du sujet, ça me semble même nécessaire. Mais c'est une décision qui sera prise par le bureau de l'OPEX, auquel nous participons tous les deux, et j'espère que nous serons d'accord au moins sur ce point-là. Merci, monsieur le ministre. Non, mais sans vouloir m'en sortir par une pirouette, je pense qu'on aura l'occasion encore en séance la semaine prochaine de débattre de tout ça. Mais imaginez qu'on ne vote pas un rapport sous prétexte qu'il pourrait éventuellement être négatif, et du coup, face à des conclusions négatives, on ne saurait pas quoi en faire. Là, je ne sais pas trop comment vous répondre. Juste si je peux me... Ben si, non mais vous écrivez le rapport avant qu'il ait eu lieu. C'est le monsieur le ministre à la Et parole. vous me demandez les conclusions que je vais en tirer. Donc je peux vous répondre, à mon avis, il sera bon. La réalité... Ben, non mais voilà, je veux dire, on est, je pense, depuis quelques minutes, et en fait, je daterai ça à la reprise des travaux, un peu dans le retour vers le futur ici. Donc on vote des rapports. Évidemment, le travail aura été fait d'ici là. 1, j'espère, pour voter la loi. 2, pour préfigurer l'organisation. 3, pour la mettre en œuvre, avec un rapport qui, j'espère, sera positif dans un an, qui aura sans doute des points d'amélioration, qui permettront d'éclairer l'avenir et qu'on mettra en place. On n'est pas en train de construire des pyramides, là. On est en train de rapprocher deux organisations qui se connaissent, qui travaillent déjà ensemble, qui vont travailler encore mieux ensemble pour renforcer la sûreté. Je ne vous refais pas l'article, mais imaginez que ce rapport va donner l'impression qu'on a d'un seul coup fait exploser la Terre entière et qu'il faut tout reprendre à zéro. Je ne le sens pas comme ça. Maintenant, on verra. On en tirera les conséquences ensemble, bonnes ou moins bonnes. J'espère que s'ils sont bonnes, vous reconnaîtrez avec nous que les parlementaires de la majorité qui auront voté cette loi auront bien fait de le faire. Merci, Monsieur le Président. On met aux voix cet amendement ces amendements identiques. Qui est pour? Qui est contre? Ces amendements sont adoptés. Chers collègues, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Merci, chers collègues. Et à la semaine prochaine. Chers collègues, on se retrouve demain à 9h. J'insiste. Chers collègues, demain, on se retrouve à 9h dans cette salle pour l'examen de la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile.